En 1491, le continent américain abritait entre 50 et 100 millions d'êtres humains, des cités aussi grandes que Paris, des réseaux commerciaux aussi sophistiqués que ceux de la Méditerranée, des systèmes agricoles capables de nourrir des empires entiers, une biodiversité humaine et culturelle accumulée sur des millénaires. Un siècle plus tard, il en restait environ 10 millions. Pas de bombes, pas de gaz, pas de génocide industriel planifié dans des bureaux par des bureaucrates. Ce qui effaça entre 40 et 90 millions d'êtres humains du continent américain en l'espace d'une seule génération fut quelque chose de beaucoup plus banal, beaucoup plus systémique et beaucoup plus difficile à juger que la cruauté pure. La rencontre entre deux mondes biologiques qui n'avaient jamais communiqué depuis des dizaines de milliers d'années, exploités et amplifiés par une logique économique coloniale d'une efficacité terrifiante. L'histoire de la dépopulation des Amériques n'est pas l'histoire d'une conquête militaire. C'est l'histoire d'un effondrement systémique en cascade, biologique, agricole, institutionnel, démographique, dans lequel chaque mécanisme de destruction alimentait et accélérait tous les autres. Et c'est l'histoire d'un paradoxe économique qui hante encore le monde contemporain. La richesse extraite du continent américain finança la révolution industrielle européenne sur les ossements de la plus grande catastrophe démographique de l'histoire humaine. Pour mesurer l'ampleur de ce qui fut détruit, il faut d'abord comprendre ce qui existait. Tenochtitlan, la capitale aztèque, comptait en 1500 entre 200 000 et 300 000 habitants, ce qui en faisait l'une des 5 plus grandes villes du monde à cette époque. Plus peuplée que Londres, plus peuplée que Rome, comparable en taille à Constantinople. Ses marchés organisés, ses canaux navigables, ses systèmes d'approvisionnement en eau potable par aqueduc de pierre, ses jardins flottants appelés Chinampa qui permettaient plusieurs récoltes annuelles sur des terres artificiellement créées. Tout cela représentait des siècles d'ingénierie agricole et urbaine accumulée. L'Empire Inca, sur la côte occidentale du continent, avait résolu le problème de la souveraineté alimentaire d'une manière que les économistes modernes continuent d'étudier avec une admiration non dissimulée. Le système de redistribution Inca, le MITA, obligeait chaque communauté à contribuer une partie de sa production à des entrepôts d'État gigantesques, les Colcas, disséminés sur tout le territoire. En cas de sécheresse, d'inondation ou de mauvaise récolte dans une région, l'État redistribuait les réserves depuis les entrepôts voisins. C'était un mécanisme d'assurance collective contre la famine, organisé à l'échelle d'un continent, sans monnaie et sans marché. Dans le bassin du Mississippi, les peuples mississippiens avaient construit des cités de bois et de terre, entourées de champs cultivés s'étendant sur des kilomètres. Les archéologues ont retrouvé les traces de routes commerciales reliant des communautés séparées par des milliers de kilomètres. Des coquillages des côtes du golfe du Mexique retrouvés dans des tombes du Minnesota. Du cuivre des Grands Lacs identifié dans des sépultures de la Floride. Ce monde interconnecté, diversifié, sophistiqué, n'était pas une mosaïque de tribus primitives attendant la civilisation européenne. C'était un ensemble de sociétés complexes qui avaient résolu, chacune à leur façon, les problèmes fondamentaux de l'organisation humaine. L'alimentation, le commerce, l'administration, la guerre, la paix. Il faut insister sur un point que les récits de la conquête escamotent systématiquement. Ces civilisations n'étaient pas statiques. Les Aztèques avaient développé un système juridique sophistiqué avec des tribunaux permanents, des juges salariés et des procédures d'appel. L'Empire Inca gérait une infrastructure routière de plus de 40 000 km, plus étendue que le réseau routier romain à son apogée, permettant la transmission de messages sur des milliers de kilomètres en quelques jours grâce à des relais de coureurs. Les astronomes mayas avaient calculé le cycle de Vénus avec une précision que les astronomes européens ne retrouveraient pas avant le XVIIe siècle. Aucune de ces réalisations n'était connue en Europe en 1492 et aucune ne survécut intacte à la conquête. Il allait disparaître avec une rapidité que personne, ni les conquérants ni les conquis, ne pouvaient anticiper ou comprendre sur le moment.
Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb débarqua aux Bahamas avec 87 hommes. Il ne le savait pas, mais il venait de connecter deux biosphères séparées depuis au moins 15 000 ans. L'isolement des Amériques n'était pas seulement géographique, il était biologique. Les populations humaines d'Eurasie et d'Afrique avaient passé des millénaires en contact étroit avec des animaux domestiques, bovins, porcs, chevaux, moutons, poulets, qui étaient des réservoirs naturels de maladies infectieuses. La variole venait des bovins. La grippe venait des oiseaux et des porcs. La rougeole venait des bovins et des chiens. Ces maladies avaient ravagé les populations européennes et asiatiques pendant des siècles, tuant préférentiellement les individus les plus vulnérables et laissant des populations qui, sans être immunisées au sens médical moderne, présentaient une résistance partielle acquise au fil des générations. Les populations américaines n'avaient aucune de ces expositions. Elles n'avaient jamais rencontré la variole, jamais la rougeole, jamais la grippe, le typhus, la scarlatine, la diphtérie. Leurs systèmes immunitaires, façonnés par des millénaires d'évolution dans un environnement pathogène complètement différent, n'avaient aucun mécanisme de défense contre ces agents. Le résultat fut ce que les épidémiologistes appellent aujourd'hui une épidémie vierge, le scénario le plus meurtrier que la biologie des maladies infectieuses puisse produire. Dans une population sans aucune résistance préalable, un agent pathogène comme la variole peut tuer entre 50 et 90% des individus infectés. Il n'existe pas dans l'histoire enregistrée d'exemples comparables de mortalité par maladie infectieuse à une telle échelle. La variole atteignit le continent américain avant la plupart des conquistadors. Elle voyageait plus vite que les armées. Les historiens ont reconstitué sa progression. Débarquée à Hispaniola avec les premières vagues de colonisation, elle se répandit d'île en île dans les Caraïbes dans les années 1000. 490, décimant les populations taïno avec une brutalité qui laissa les chroniqueurs espagnols sans cadre pour l'interpréter. Elle atteignit le Mexique central avant Hernán Cortés. Elle atteignit l'Empire Inca avant Francisco Pizarro. Cette chronologie est d'une importance capitale pour comprendre pourquoi les conquêtes militaires espagnoles, menées par quelques centaines d'hommes contre des empires de millions de sujets, furent possibles. Cortés ne conquit pas Tenochtitlan avec 600 soldats. Il conquit une cité déjà ravagée par une épidémie de variole qui avait tué son souverain, désorganisé son armée et semé une terreur psychologique que aucune force militaire conventionnelle n'aurait pu produire. Pizarro ne renversa pas un empire inca intact. Il exploita une guerre civile entre deux prétendants au trône inca, une guerre civile elle-même déclenchée par la mort de l'inca régnant, emporté par la variole avant l'arrivée des Espagnols. La maladie avait précédé la conquête, et la conquête acheva ce que la maladie avait commencé. Il serait inexact et insuffisant de réduire la dépopulation des Amériques à un accident biologique. La maladie fut le facteur initial et dominant. Mais la logique économique coloniale transforma une catastrophe épidémique en effondrement démographique total. Le système colonial espagnol reposait sur deux institutions fondamentales, l'encomienda et la mitad minière. L'encomienda accordait à un conquistador ou à un colon espagnol le droit de prélever le travail forcé d'un nombre déterminé d'Amérindiens. La mitad minière, une adaptation perverse du système inca de redistribution du travail, organisait le travail forcé dans les mines d'argent, notamment à Potosí, dans l'actuelle Bolivie, qui devint après 1545 la plus grande mine d'argent du monde. Les conditions de travail à Potosí représentent l'un des exemples les plus documentés et les plus brutaux d'exploitation économique létale de l'histoire humaine. Les travailleurs forcés descendaient dans des galeries à des centaines de mètres de profondeur, respiraient de la poussière de minerais chargés de mercure, utilisée dans le processus d'amalgamation de l'argent, et remontaient à la surface une fois par semaine. Les estimations des historiens sur la mortalité à Potosí entre 1545 et 1825 convergent autour de 8 millions de morts. Le mercure lui-même constituait une arme silencieuse.
L'amalgamation nécessitait que les travailleurs piétinent pieds nus des mélanges de minerais broyés et de mercure liquide pendant des heures, absorbant le métal toxique par la peau. Les symptômes de l'intoxication chronique au mercure, tremblements, perte de mémoire, destruction progressive du système nerveux, étaient omniprésents dans les communautés minières andines. Les médecins coloniaux les décrivaient avec précision dans leurs rapports envoyés à Madrid. Ces rapports étaient lus, archivés et ignorés. La production d'argent ne ralentit pas d'un once. La couronne espagnole prélevait le quinto real, le 5e royal, sur chaque lingot produit. Entre 1545 et 1700, Potosí produisit plus d'argent que le reste du monde réuni. Les finances de l'Empire espagnol, les guerres de religion en Europe, les flottes qui dominaient les océans, tout cela reposait sur la montagne creuse de Potosí et sur les corps des travailleurs forcés qui l'évidaient depuis l'intérieur. Une formule circulait parmi les colons espagnols, rapportée par des chroniqueurs ecclésiastiques. Le chemin vers Potosí était si jonché d'ossements de travailleurs morts qu'un voyageur pouvait s'y orienter la nuit. Mais l'effondrement démographique ne fut pas seulement le produit de la violence directe et du travail forcé. Il fut aussi le produit de la destruction des systèmes qui permettaient aux populations de vivre. Le système agricole aztèque reposait sur les chinampas, des îles artificielles cultivées dans le lac Texcoco. Ces structures nécessitaient un entretien constant, des milliers de bras pour creuser les canaux, entretenir les berges, replanter les cultures. Quand la population de la vallée de Mexico s'effondra sous les épidémies successives, les chinampas cessèrent d'être entretenus, les canaux s'envasèrent et la capacité productive de la région s'effondra avec la main-d'œuvre qui la faisait fonctionner. Le système de redistribution Inca, les entrepôts d'État, les routes, l'administration centrale fut délibérément démantelé par les Espagnols, qui y voyaient une structure de résistance potentielle. Avec lui, disparut le mécanisme qui avait protégé les populations andines contre la famine pendant des siècles. Les premières grandes famines de l'ère coloniale dans les Andes ne furent pas causées par des sécheresses inhabituelles. Elles furent causées par l'absence des structures institutionnelles qui avaient rendu les sécheresses gérables. La variole ne frappa pas une seule fois. Elle frappa en vagues répétées, chacune trouvant des populations affaiblies par la précédente, incapables de se reconstituer entre deux épidémies. Les historiens ont identifié au moins une douzaine d'épidémies majeures distinctes dans les 150 ans qui suivirent pour le premier contact européen au Mexique central. Variole en 1520, rougeole en 1531. Variole à nouveau en 1545, combinée à une mystérieuse fièvre hémorragique locale appelée Cocolistli, qui tua peut-être 12 millions de personnes en 2 ans. Typhus en 1576, variole encore en 1595, et ainsi de suite. Le mécanisme démographique de ces vagues successives avait une logique implacable. Une population qui perd 50% de ses membres en quelques mois perd aussi sa capacité à se reproduire normalement. Les femmes enceintes meurent. Les nourrissons meurent faute de mère. Les enfants meurent faute d'adultes pour les nourrir. Les champs ne sont pas cultivés. La nourriture manque. La famine s'installe, affaiblissant les survivants juste au moment où une nouvelle vague épidémique arrive. C'est ce que les démographes appellent un effondrement en cascade, un processus où chaque facteur de mortalité aggrave les conditions qui permettraient normalement à une population de se rétablir. La maladie crée la famine. La famine affaiblit les défenses immunitaires. La faiblesse immunitaire aggrave la prochaine épidémie. Et le cycle recommence à chaque vague. Au Mexique central, la population est estimée à 25 millions en 1519. En 1600, elle était d'environ 1 million, une perte de 96% en 80 ans. Aucune guerre, aucune famine isolée, aucune catastrophe naturelle de l'histoire enregistrée n'a produit un effondrement démographique comparable en vitesse et en amplitude. Les chroniqueurs autochtones qui survécurent laissèrent des témoignages d'une puissance déchirante. Les annales de Tlatelolco, rédigées en nahuatl peu après la conquête,
décrivent des rues jonchées de corps que personne ne pouvait enterrer, des familles entières mortes en quelques jours, des villages où seuls quelques vieillards survivaient sans comprendre pourquoi leurs enfants et petits-enfants étaient partis avant eux. Ces textes ne sont ni des plaintes politiques, ni des demandes de justice. Ce sont des tentatives désespérées de témoigner d'une réalité que leurs auteurs savaient incompréhensible pour quiconque ne l'avait pas vécue. Ils décrivent l'effondrement du monde tel qu'il avait toujours été connu, non pas comme une défaite militaire, mais comme la dissolution de la réalité elle-même. Les dieux, les calendriers, les noms des jours, les cérémonies qui structuraient le temps et l'espace, tout cela continua d'exister dans les mémoires des survivants, orphelins d'une civilisation qui n'était plus là pour lui donner sens. L'argent de Potosi finança la monarchie espagnole pendant 2 siècles. Entre 1500 et 1800, les Amériques produisirent environ 85% de l'argent mondial et plus de 70% de l'or mondial. Ces métaux précieux transitèrent par l'Espagne vers les marchés financiers d'Anvers, de Gênes et d'Amsterdam, où ils capitalisèrent les premières grandes compagnies commerciales modernes, la Compagnie des Indes orientales néerlandaises, les maisons bancaires génoises, les marchands d'Anvers qui finançaient la laine anglaise. L'économiste John Maynard Keynes observa dans un essai rédigé dans les années 1930 que les profits de la piraterie élisabéthaine, notamment ceux de Francis Drake, qui pillait les convois d'argent espagnols transportant le métal extrait des mines américaines, furent directement réinvestis dans la Levant Company et dans d'autres compagnies commerciales britanniques, constituant ainsi le capital de départ du commerce britannique moderne. Le coton, cultivé dans les plantations américaines, d'abord aux Antilles, puis dans le sud des États-Unis, alimenta les filatures de Manchester et de Birmingham qui furent le cœur physique de la révolution industrielle britannique. Les économistes qui ont tenté de quantifier la contribution de l'esclavage et de l'exploitation coloniale au capital initial de la révolution industrielle convergent vers des estimations qui représentent entre 20 et 40% du capital d'investissement disponible en Grande-Bretagne à la fin du 18e siècle. La dépopulation elle-même créa une conséquence économique d'une ironie déchirante. Les terres vidées de leur population furent déclarées terra nullius, terre sans propriétaire, par les puissances coloniales, légitimant juridiquement leur appropriation. Les forêts qui avaient repoussé sur les champs abandonnés après l'effondrement démographique du XVIe siècle furent interprétées par les colonisateurs du XVIIe siècle comme la preuve que le continent était naturellement vide et sous-utilisé. La mort de dizaines de millions d'êtres humains fut ainsi retransformée en argument juridique pour la colonisation. Les historiens se disputent encore sur les chiffres exacts. L'estimation basse de la population précolombienne, autour de 40 millions, et l'estimation haute, autour de 100 millions, produisent des taux de mortalité différents, mais dans tous les cas catastrophiques. Ce débat sur les chiffres n'est pas innocent. Il est politiquement et moralement chargé, parce que l'ampleur de la catastrophe détermine la façon dont on la nomme. Est-ce un génocide? Une catastrophe épidémique involontaire, un effondrement systémique sans intention explicite d'extermination? La réponse honnête est que ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives. La variole arriva sans intention délibérée, mais le travail forcé dans les mines était délibéré. La destruction des systèmes agricoles et institutionnels était délibérée. Le refus de protéger les populations indigènes, même après que des voix, notamment celle du frère dominicain Bartolomé de Las Casas, qui témoigna devant la couronne espagnole dès les années 1540, eurent dénoncé avec précision et horreur les conditions d'exploitation, était un choix institutionnel délibéré. La couronne espagnole promulgua les lois nouvelles de 1542, censées protéger les populations indigènes et abolir les formes les plus brutales d'exploitation. Ces lois furent largement ignorées, activement sabotées par les colons et les encomenderos dont les fortunes dépendaient du travail forcé et finalement révisées sous la pression de l'aristocratie coloniale. La mécanique systémique est d'une clarté froide. Une institution économique, l'encomienda, la mita,
produit des incitations qui rendent l'exploitation létale rationnelle pour les acteurs individuels, même quand cette exploitation détruit la base même sur laquelle l'économie coloniale repose. Les encomenderos, qui travaillaient leurs travailleurs jusqu'à la mort, détruisaient leur propre source de revenus. Mais l'horizon temporel individuel du profit immédiat l'emportait systématiquement sur le calcul collectif à long terme. En 1491, le continent américain était l'un des espaces les plus densément peuplés et les plus productifs de la planète. En 1600, il était en grande partie un désert humain. Non pas parce que ses habitants étaient primitifs ou incapables de résister, mais parce qu'ils avaient rencontré une convergence de facteurs destructeurs, biologiques, militaires, économiques, institutionnels, dont aucun, pris isolément, n'aurait suffi à produire un effondrement aussi total. La bactérie avait frappé la première, mais c'est le système économique colonial qui transforma une catastrophe épidémique en disparition quasi totale. Et c'est l'architecture financière construite sur cette disparition, l'argent de Potosi, le coton des plantations, les routes commerciales tracées sur des terres vidées de leurs habitants, qui finança les siècles de domination économique européenne. L'histoire de la dépopulation des Amériques n'est pas l'histoire d'une rencontre entre la civilisation et la barbarie. C'est l'histoire d'un système économique qui transforma la mort en capital et le capital en pouvoir, une logique que le monde n'a pas fini d'examiner.